Bonjour tout le monde, je vois que les participants commencent à arriver. Il est 15h30, nous allons commencer le webinaire avec Food Hotel Tech. Et bon, on me dit on commence, il est 15h30 et vous êtes sur le webinaire proposé par le salon Food Hotel Tech sur une thématique fort passionnante qui donc nous réunit aujourd'hui, restaurateurs, passer à l'hybride et pérenniser la vente à emporter. Alors, en dehors de cette exclamation, on va surtout se poser les bonnes questions du est-ce utile, est-ce judicieux de passer à l'hybride. Et donc, pour répondre à cette question, on va bien sûr aborder le bilan 2020, notamment depuis le début de la crise, de l'essor de la livraison et de la vente à emporter dans la restauration, au sens large, dans tous les segments de la restauration. Avec donc les perspectives qu'on imagine pour 2021 et puis pour la suite. Et donc l'intérêt ou pas pour un restaurateur d'intégrer complètement ces services, vente à emporter, livraison, qui en 2020 était plutôt une obligation pour exister et qui en 2021 feront peut-être partie donc d'un nouveau modèle hybride. Ça va être la problématique de la journée. Donc le webinaire Food Hotel Tech est co-organisé ce mois-ci avec BRA Tendance Restauration, dont je suis le rédacteur en chef. Alors le problème actuellement, c'est que je vois l'écran de Food Hotel Tech. Un petit problème de réglage. Demander contrôle. Et je ne l'entends plus et je ne vois plus les autres participants. Je ne sais pas ce qui se passe. On ne parle pas encore. Ah, ça va, tout va bien, mais je ne vois plus par contre, mais c'est peut-être normal. Donc Food Hotel Tech, voilà le slide qui apparaît apparemment, qui est un salon, l'événement de référence, on va dire, puisque c'est le plus grand et voire l'unique salon du digital qui mêle à la fois digital et hôtellerie et restauration. Donc toutes les nouvelles technologies dans les secteurs CHR, RHF, donc à travers bien sûr des exposants chaque année, enfin en fonction des salons, entre 50, 100, 150 exposants, des conférences, tout un programme pendant 2 jours qui sont énormément suivis et dont j'en anime quelques-unes à chaque fois. Et puis un village de start-up qui permet de mettre en avant tout un certain nombre de start-up chaque année avec leurs nouveautés. Et leurs nouvelles solutions pour la restauration et l'hôtellerie. Et donc, ce salon, Food Hotel Tech, il est décliné en 2 éditions pour l'instant. Peut-être qu'il y en aura d'autres à l'avenir. En tout cas, pour l'instant, c'est à Nice, dans le sud, pour le Grand Sud, mais également tous ceux qui veulent s'y rendre, bien sûr. 5 et 6 octobre prochain, c'est la date retenue pour cette édition 2021. Et puis, 9 et 10 novembre, ça sera à Paris, le retour de Food Hotel Tech Paris après 1 an et demi, où il n'a pas pu avoir lieu à cause du Covid-19. Donc déjà, merci à Food Hotel Tech pour l'organisation de cette table ronde, l'opportunité de mettre en avant certains acteurs du marché, et dont BRA Tendance Restauration, mais également l'opportunité de nous permettre d'échanger sur une thématique passionnante, qui est la digitalisation et la vente à emporter. Donc, autour de cette table ronde virtuelle, nous avons 4 invités de marque. Le premier, Alexandre Leboeuf, responsable des partenariats pour l'Europe, c'est bien ça, chez Deliverect, qui est l'un des acteurs, l'une des startups, je ne sais pas si vous aimez qu'on dise startup, l'un des acteurs de la digitalisation du secteur, de la restauration, donc particulièrement dynamique, et encore plus depuis la crise, je crois, parce que vous avez des solutions qui répondent clairement aux problématiques. Alors, je vous laisse vous présenter chacun succinctement. Donc, Alexandre, si vous voulez expliquer un peu ce qu'est Deliverect. Merci beaucoup, Anthony, et merci pour l'invitation. Effectivement, Deliverect aujourd'hui est un acteur très important du monde de la restauration parce que le Covid a fait accélérer une tendance forte qui était la livraison. Et avec cette tendance qui s'est accélérée, les besoins d'organisation pour les restaurateurs également, notamment le fait de pouvoir recevoir les commandes de ces plateformes-là directement dans la caisse et non plus dans des tablettes à côté de leur caisse. Et donc, effectivement, Deliverect est aujourd'hui un logiciel qui vient
intégrer dans les logiciels de caisse toutes les plateformes de livraison, de commande en ligne, donc click and collect, commande à table, borne de commande, pour permettre aux restaurateurs d'un côté de centraliser leurs commandes dans la caisse, de l'autre d'avoir un outil centralisé de création de menus, parce qu'on sait également qu'un restaurateur aujourd'hui passe beaucoup de temps à créer ses menus, à les changer directement sur les back-office de ces plateformes-là. Et donc, DeliverX centralise clairement en fait tout ce flux-là. Et bien sûr, on amène du reporting parce qu'on sait que la data aujourd'hui, pour prendre les bonnes décisions en livraison notamment, est fondamentale de savoir quel produit fonctionne, quel produit ne fonctionne pas, quel est mon panier moyen, quel est le nombre de produits qui sont vendus par commande, et donc comment après derrière j'optimise tout ça avec des nouvelles marques, parce qu'on accompagne également à la fois les restos indépendants dans la livraison, dans la commande en ligne, mais également dans la commande à table, mais bien sûr les grandes chaînes et les dark kitchens qui sont effectivement une tendance qui s'est accélérée ces quelques derniers mois massivement. Donc, j'aide effectivement les intégrations chez DeliverX partout en Europe, notamment en travaillant avec les grands acteurs de la livraison, mais également avec tous les systèmes de caisse dans chaque pays. D'accord, bon, on aura l'occasion de développer tout ça et de voir en quoi cette solution répond en effet aux problématiques actuelles et puis d'évoquer notamment l'essor incroyable de la Dark Kitchen depuis quelques mois. Merci pour cette présentation. À vos côtés virtuels se trouve Cédric Dujour. Est-ce que Cédric m'entend? Et donc, Oui, est dirigeant cofondateur, je crois, de Clixi, une autre solution digitale, mais qui n'est pas tout à fait sur les mêmes problématiques, hein, si je me trompe. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous présenter cette entreprise que vous avez cofondée en 2012, je crois? tout à fait. Eh bien, Cédric Dujour, merci aussi pour l'invitation. Donc, je suis le dirigeant et fondateur de Clixi. Clixi commercialise une solution marketing pour aider les restaurateurs à se digitaliser. Donc, dans cette solution, on va retrouver évidemment la création de sites web qui reste le point central de toute communication sur Internet. On va retrouver aussi des outils pour gérer sa présence, en particulier dans les réseaux sociaux. Google My Business, qui est devenu indispensable. Évidemment, Instagram aussi. Récupérer les avis, centraliser les avis, pouvoir poster et programmer des posts pour faire venir du trafic dans ces restaurants. Un autre outil, évidemment, la vente à emporter, intégré avec la livraison. Et enfin, un dernier outil assez indispensable qui est la publicité et les campagnes marketing pour faire générer du trafic dans ses points de vente ou sur son site. D'accord, Voilà très la bien. slide. Ah oui, la slide qui arrive, voilà, où on présente… Donc effectivement, on existe depuis 2012. Au départ, on a travaillé pas mal avec l'hôtellerie. On travaille toujours avec l'hôtellerie et aussi les restaurants maintenant. Et depuis le confinement, les commerces aussi. Et on est présent, on a des bureaux à Paris, Montpellier, Nice et un dernier à Montréal, au Canada. D'accord. Donc, une solution tout en un. Actuellement, je crois que vous avez 15 employés, c'est ça? C'est ça, on a 15 Vous employés, 800 clients pour l'instant, 800 clients en direct, tout à en fait, et direct. puis aussi 4000 en indirect, puisqu'on commercialise notre plateforme en marque blanche. Tout à fait. D'accord, parfait. Ben, on aura aussi l'occasion de développer un peu tout ça et puis que surtout vous partagez votre expertise sur le sujet, c'est surtout ça. Donc nous avons aussi présent à cette table ronde un restaurateur et l'un des groupes majeurs de la restauration en France aujourd'hui. Alexandre Bauder est directeur général délégué du groupe de l'enseigne La Boucherie, mais également du groupe La Boucherie, je crois, qui comprend quelques autres enseignes. Je vous laisse également vous présenter et merci de faire l'honneur d'être parmi nous pour partager votre expérience sur la vente à emporter, la livraison et puis votre façon de voir le marché de la restauration aujourd'hui. C'est très important d'avoir des retours d'expérience de restaurateurs. Monsieur Bauder, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci de nous accueillir sur cette table ronde. Effectivement, on est un groupe acteur du grill de la restauration en France. On a ouvert nos premiers restaurants en 70 et depuis, on s'est développé principalement en… Donc, on a aujourd'hui près de 130 restaurants sur le centaine de franchises. Je vois qu'il y a des chiffres qui s'affichent, donc 20 000 repas par jour qui sont servis dans nos établissements. Et
1500 500 personnes qui travaillent sous l'enseigne des restaurants La Boucherie. Donc ça va être passionnant c'est un sujet majeur qui nous concerne aujourd'hui, la digitalisation des établissements et entre autres la livraison et la vente emportée dans une vraie évolution ou révolution, ça va dépendre de la vitesse où on va entamer tout ça, mais participer à cette table ronde. Vous avez, en termes d'enseigne, La Boucherie, vous avez repris récemment quelques autres. La Boucherie, c'est notre enseigne phare. On a repris aujourd'hui dans le groupe, il y a deux autres enseignes qui est Poivre Rouge, qui était une enseigne qui était au groupe Intermarché, que l'on a repris en 2019 et intégré une autre enseigne qui s'appelle Bistrot du Boucher, qui là est une enseigne de marque qui est dédiée aux restaurateurs. Et donc, c'est une enseigne un peu plus compte une dizaine d'établissements. Et chez Poivre Rouge, il nous en reste une quarantaine. La Boucherie, c'est 130, c'est ça? 130, oui, tout ça sur le territoire. Ouais, merci beaucoup. Puis on développera également la façon dont vous avez vécu cette crise et puis l'intégration de la VAE et de la livraison dans vos activités. Et enfin, nous avons Laurent Payès. Si Laurent nous entend, c'est à toi la parole. Laurent Payès est un partenaire de BRA Tendance Restauration de longue date, puisque vous y trouvez dans chaque numéro des conseils, des billets d'humeur très intéressants qui prennent un peu de la hauteur sur tous les sujets et divers sujets de management, de ressources humaines, de compréhension du secteur et du métier. Laurent est consultant en restauration et il est fondateur et dirigeant du cabinet Neo Engineering. Est-ce que tu peux présenter rapidement ce que tu fais et où tu es à Marseille, je crois? Oui, je suis à Marseille. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci Anthony pour cette présentation. Donc effectivement, j'aide les restaurateurs et les groupes de restaurants à se développer, à s'organiser, donc et à intégrer des nouveaux vecteurs de progrès. La digitalisation en fait partie. Et donc, je suis ravi d'être avec vous. Je vous ferai part de retours clients, terrain sur les différentes façons de peut-être en effet de créer une situation hybride entre la restauration à table et la restauration à emporter et livrer. Parfait, merci Laurent, avec grand plaisir. Nous avons entamé donc la table ronde. Je vois que le public s'est agrandi. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints depuis le lancement de ce webinaire. Donc, un petit mot déjà sur BRA, magazine de la restauration contemporaine nationale. Chaque mois ou tous les 2 mois, on vous présente un condensé de ce qu'il faut retenir à la fois de l'actualité, mais aussi de l'ébullition du secteur, que ce soit d'un point de vue législatif, d'un point de vue grande tendance et managérial, ressources humaines, etc. Donc avec des experts comme Laurent, avec des reportages de dirigeants comme M. Bauder, avec également des fournisseurs de la restauration comme les 2 entreprises que nous avons ici. Donc vous retrouvez chaque mois dans BRA un condensé d'infos. Et puis les 2 derniers numéros, ceux qui sont abonnés l'ont vu, ceux qui ne sont pas encore abonnés ou ceux qui ne l'ont pas encore vu, on vous conseille de vous le procurer. Le panorama BRA Tendance Restauration donc, a été diffusé sur 2 numéros cette année. Crise Covid oblige, c'était un peu difficile d'aller chercher les informations. Mais nous sommes finalement parvenus à condenser des témoignages, pas moins de 60 témoignages de dirigeants de la restauration, pas moins de 220 groupes présents qui représentent environ 300 enseignes présents dans ce panorama par chiffre d'affaires avec des chiffres d'évolution. Alors, un peu tronqué forcément cette année, mais on s'est posé la question est-ce qu'il était intéressant de le faire? Et puis finalement, on s'est dit ça va quand même apporter un regard, un œil différent sur cette année 2020.
pour bien comprendre ce qui s'est passé, quelles sont les enseignes qui, malgré le contexte, et étant donné les interdictions des salles, étant donné le développement de la vente à emporter de la livraison, donc dans toutes ces conditions, quelles sont les enseignes qui ont finalement, qui s'en sont finalement le plus bien sorties, on va dire pas personne n'a vraiment surperformé, mais en tout cas, celles qui ont le moins souffert, celles qui ont peut-être le plus souffert, la restauration tablée, bien sûr, mais peut-être avec des modérations, etc. Donc, c'est ce que ce panorama présente à travers les témoignages, à travers les analyses de Food Service Vision également, et puis à travers des chiffres clés de sondage. Je vais vous en citer quelques-uns. L'idée n'est pas de déployer tout ça. Vous pouvez lire ce dossier en prenant votre temps, mais par contre, sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, la livraison, auprès de la centaine d'enseignes qui ont répondu à ce questionnaire vraiment dédié livraison et VAE. On a par exemple le pourcentage de groupes et d'enseignes proposant un service de livraison en France est passé de 62% fin 2018 à 78% fin 2020. Ça, c'est pour la livraison. Et pour la vente à emporter, forcément, avec le Covid, on s'y attendait, mais on est passé de 61% en fin 2018 à 87% des enseignes qui proposaient de la vente à emporter, click and collect, à la fin de l'année 2020. Avec toutefois, avant le Covid, déjà une belle augmentation puisqu'on était passé de fin 2018 à fin 2019 de 61% à 68%, donc déjà une belle progression de 7% des enseignes qui se disaient, et si on se mettait à la vente emportée, si on se mettait au click and collect, etc. Même chose pour la livraison, d'ailleurs, il y avait une progression de 8% déjà entre 2018 et 2019 avant que le Covid vienne accélérer tout ça. Ce qui est intéressant aussi de voir dans à extraire de ce panorama, par exemple, c'est que les restaurateurs, dans leur malheur, dans leurs difficultés, nous ont indiqué avoir été soutenus par leurs fournisseurs. Et donc, ils sont en tout cas que 20% à dire pas trop, mais on a 38% qui disent oui, ça s'est bien passé, et surtout 43% des restaurateurs qui sont très satisfaits du soutien des fournisseurs du secteur. Donc c'est tout fournisseur confondu, mais on inclut aussi bien sûr dans ces fournisseurs les acteurs de la digitalisation, puisqu'à mon avis, c'est surtout eux qui sont venus les aider pendant cette période compliquée. Et parmi quelques citations qu'on peut retrouver dans les deux numéros de BRA, les deux numéros précédents, et donc ce panorama BRA. Je peux vous citer Maxime Buller de Pokawa, une enseigne en plein développement, qui a gagné, que je ne dise pas de bêtises, 12 restaurants en 2020 malgré la crise, qui nous indique donc que le levier livraison est vraiment à prendre en compte dans sa stratégie. Un fondateur comme les autres, mais en fait, la plupart des dirigeants ont ce type de témoignage. Du côté de Steak and Shake, enseigne plutôt de restauration tablée, Hervé Poirier, le dirigeant Europe, par contre, vient modérer ses propos, et donc c'est pour lancer un peu le débat, en disant le vrai risque de la livraison, il faut y faire attention, c'est de prendre la maîtrise, c'est de perdre la maîtrise de la relation client. Donc, il met en avant que attention restaurateur, oui pour la livraison, attention à la relation client. Et je pense que c'est un des sujets qu'on va aborder par la suite. Du côté du SSP, un autre type d'acteur, donc qui est donc présent dans les lieux de transit, etc. Gérard Donofrio a clairement dit le Covid est un accélérateur de la numérisation et de l'ubérisation du secteur. Donc même chose, on va voir ça. Est-ce que la numérisation et l'ubérisation, en tout cas les ressources humaines, toutes ces problématiques fort intéressantes sont intéressantes. Et donc, par exemple, chez Factory & Co, chez les petits acteurs également, il n'y a pas que les grands qui se sont mis à la digitalisation. Factory & Co, qui a 19 restaurants en France, Jonathan Jablonski indique avoir profité de l'année 2020 pour remettre à plat l'ensemble des sujets de la digitalisation et réfléchir un petit peu à tout ça. Et chez Signorizza, Erwan Rouxel indique avoir investi dans des outils destinés à améliorer la performance globale. Et voilà, on parle de performance globale quand on parle de digitalisation.
Tout ça, c'était pour faire une petite introduction. Maintenant, je vais vous laisser un petit peu la parole, et notamment peut-être à Alexandre Bauder, pour revenir un petit peu sur la façon dont vous avez vécu cette crise 2020 et est-ce que moralement, est-ce que financièrement, tout se passe, tout s'est finalement équilibré, comment vous avez, avec les aides de l'État, etc. Peut-être une introduction un petit peu marché avant d'entamer vraiment le dur du sujet de la digitalisation. Bon, alors, il est vrai que, comme je vous disais au début de la présentation du groupe La Boucherie, on a un réseau principalement de franchisés. Et il faut dire qu'aujourd'hui, les aides de l'État ont permis aux restaurateurs indépendants de pouvoir bénéficier de 2 aides qui sont très importantes, qui sont le chômage partiel, ça a pu maintenir nos équipes en place. Et le deuxième, c'est le fonds de solidarité qui était de 10 000 euros par mois minimum et 20% du chiffre d'affaires. Ce qui fait qu'on a un réseau de restaurateurs de franchise indépendants qui ont pu être soutenus par l'État. Et ça, il faut les remercier parce qu'on est le seul pays au monde à avoir ce niveau d'aide-là. Et aujourd'hui, ça nous permet d'avoir une véritable, on va dire, santé économique pour pouvoir entamer cette sortie de crise sanitaire. C'est le cas un peu de tous les restaurateurs. Donc peut-être un état des lieux. Cédric Dujour, par exemple, vous qui êtes en lien avec les restaurateurs au quotidien, quel bilan vous dressez de cette année 2020 et 2021 ? Comment ils ont vécu cette année et comment ils envisagent l'avenir ? Est-ce qu'on est dans l'optimisme finalement malgré tout avec ces aides, etc. Est-ce que on peut voir le bout du tunnel? Là, on a l'impression qu'il y est depuis les réouvertures, mais concrètement, en back-office et dans la gestion de la restauration. Alors, clairement, depuis l'ouverture, c'est l'euphorie. L'ouverture tant attendue, donc c'est l'euphorie. Les terrasses sont pleines, il fait beau, il y a un Euro qui arrive avec un grand match demain soir, donc tout le monde est ravi, évidemment. Nous, par rapport à nos clients qui sont, je rappelle, des restaurants indépendants, donc qui n'étaient pas vraiment des restaurants traditionnels, pour la plupart non gastro, on a eu un petit peu deux profils. Un premier profil qui est, je suis restaurateur, je suis propriétaire de mes murs, et donc ceux-là, clairement, on les a vus fermer. Et effectivement, pour se protéger et protéger leur trésorerie, et d'autres qui devaient payer un loyer, eux, clairement, se sont mis à la vente à emporter. Alors après, là-dedans, il y a eu 2 types de réactions. Il y en a pour qui ça a été véritablement pénible, parce qu'ils n'étaient pas forcément digitalisés avant, et puis ça a été quelque chose qu'on leur a un petit peu imposé du jour au lendemain. Donc on se retrouve avec une tablette, un écran, chose avec laquelle ils n'étaient pas forcément habitués. Et ça a été difficile. Et pour ces gens-là, depuis la réouverture, la plupart, ce qu'ils nous disent non, là, on arrête, on s'est fait chier avec la vente à emporter pendant 18 mois. Donc là, je rouvre ma terrasse, j'en profite, et c'est tout à fait compréhensible. Après, on peut discuter du sujet, mais effectivement, c'est pour ceux-là pour qui ça a été difficile, c'est compréhensible. Puis on a une autre population qui est plutôt les multipropriétaires, qui ont fermé un certain nombre de leurs restaurants, puis qu'on en gardé certains ouverts pour faire effectivement des tests de vente à emporter, des tests de livraison. Puis ils ont testé plein de choses. Je pense qu'on aura l'occasion d'en rappeler pour les différentes sources de ce qu'on peut faire. Mais voilà, c'est à peu près les différents types de comportements. Aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de gens qui faisaient de la vente à emporter, qui ont arrêté, qui se disent que peut-être ils vont y revenir quand ils n'auront plus leur terrasse en particulier. Mais là, on sent une certaine euphorie et envie de servir et de revenir à comme c'était avant. Dans cet état d'esprit, vous le partagez également. Enfin, l'état d'esprit de la restauration est plutôt dans le retour à comme avant, dans la progression. Je sais pas, Laurent Payès, par exemple, tu travailles avec également des restaurateurs au quotidien. Comment tu les sens actuellement? Oui, je partage les points de vue de Cédric et d'Alexandre, c'est-à-dire que les clients sont de retour, que ce fût en terrasse ou maintenant à l'intérieur même avec les jauges, hein, et donc c'est plutôt de bon augure pour le secteur et de retour avec le sourire, avec une certaine liberté même d'action, et il convient peut-être aux restaurateurs en effet d'avoir ils rencontrent des difficultés à pouvoir même maîtriser les allants des clients dans le fait de rester à table après 23 heures ou de pouvoir respecter les jauges. Donc, c'est plutôt bon signe. Du point de vue de la fréquentation. Alexandre Leboeuf,
Comment vous avez senti le secteur, vous qui avez travaillé avec lui également dans son accompagnement tout au long de l'année? Moi, je pense que déjà, il y a vraiment deux types de restaurants qu'on a accompagnés cette année. On a accompagné des enseignes, des indépendants qui faisaient déjà de la livraison ou qui étaient en train de s'y mettre. Donc, c'était des personnes qui voyaient dans la livraison un business à part entière et dans lequel ils allaient investir massivement pour pouvoir se digitaliser, le faire via leur caisse, le faire via des KDS ou des choses comme ça, voire ouvrir des marques virtuelles dédiées à leur marque. Et puis, il y a les restos qui s'y sont mis par nécessité de ne pas avoir envie de fermer. Donc, ils se sont plus mis d'ailleurs au click and collect plus qu'à la livraison parce qu'ils avaient envie effectivement de pouvoir avoir une offre pour leurs clients fidèles et qu'ils puissent continuer à les voir parce que c'était important aussi de garder le contact avec ses clients parce que là, maintenant, c'est le vrai challenge pour beaucoup. La volatilité du client quand même dans la restauration est forte et donc, pour garder un contact, il fallait développer cette offre digitale. On a vu d'ailleurs l'explosion des outils de click and collect dans ce secteur-là. Deliverect travaillant avec tous les acteurs de la livraison et de la commande en ligne en général, on voit que le nombre d'acteurs s'est démultiplié dans toutes les villes. On voit que la livraison aussi prend des essors autres qu'avec les très grandes plateformes qui continuent de performer massivement, mais qui ont aussi des acteurs locaux qui se développent. On le voit dans toutes les grandes villes de France arriver. Et donc, moi, je pense qu'il y a vraiment deux types de restos. Il y a ceux qui vont reprendre leur activité d'avant, qui font effectivement de la terrasse et qui veulent avoir des gens dans leur restaurant. Et puis, il y a ceux qui se sont massivement digitalisés, qui croient massivement dans la livraison. Nous, on croyait qu'on allait voir une forte baisse de la livraison via notre système. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est vraiment pas le cas, pas seulement qu'en France, d'ailleurs, puisqu'on est dans beaucoup de pays à l'international et on voit que même en Angleterre, en Espagne, ça n'a pas baissé. C'est des choses qui se sont stabilisées parce que les gens ont pris des habitudes. Et on dit souvent qu'il faut faire 30 fois quelque chose pour pouvoir après que ça rentre dans les habitudes des gens. J'en suis à peu près sûr qu'énormément de Français se sont fait livrer plus de 30 fois ou sont allés chercher plus de 30 fois leur click and collect. Et donc, c'est devenu une habitude et ça continue de performer. On voit même que des restos chez nous qui avaient, on va dire, de la restauration plus monoproduit adapté à la livraison, aujourd'hui se digitalisent complètement et même pensent complètement fermer leur resto pour faire de la dark et n'en faire plus qu'un business à part entière. Donc, il y a les deux types de restos. Il y a une grande majorité, il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 200 000 restos en France. Ça reste quand même aujourd'hui la très, très, très grande majorité. Il n'y a que 25 000 restos aujourd'hui sur Uber Eats, par exemple, 30 000 peut-être maximum avec ce qui se fait au niveau des courses. Mais voilà, il y a 80% du secteur qui reste quand même plus j'accueille mes clients dans mon restaurant. Donc, ça va continuer comme ça. Les Français aiment se retrouver, aiment être entre eux dans un restaurant. Et puis, il y a ceux qui ont pris le pas de la digitalisation totale et qui vont effectivement développer les offres. Forcément, les grandes enseignes le font massivement parce qu'elles ont compris qu'il y avait énormément de clients sur ces plateformes-là. Elles trouvent des alternatives aussi en faisant de la livraison en propre. Et donc ça, c'est important. On voit l'essor de Just Eat qui va effectivement avoir ses livreurs. Uber fait aussi de la livraison en propre avec son outil Uber Direct. Deliveroo s'y met également. Donc ça va permettre aussi au resto de récupérer de la data client parce que je pense que c'est aussi une des peurs avec la restauration, vous l'avez évoqué au début, de perdre cette relation. Et donc forcément, les plateformes s'adaptent aujourd'hui après plusieurs années de demande de la part des clients et des restaurateurs pour pouvoir effectivement être beaucoup moins opaque en tout cas sur cette partie-là. Tout à fait. Alors, on a prévu de garder la data en fin, puisque finalement, c'est un petit peu le cœur du métier. Donc, on y reviendra sans aucun problème. Mais c'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire qu'en fait, bon, on l'a compris, il y a différents modèles. On y va pas, etc. On va arriver aussi au modèle de l'hybridation, on y reviendra. C'est intéressant d'avoir justement, c'est pour ça qu'on avait choisi la boucherie, restauration tablée, une des plus présentes en France. Partout en France, sur des zones, sur des types d'emplacements différents également, de comprendre pourquoi, qu'est-ce que vous avez fait, vous nous l'avez dit déjà, mais comment vous envisagez du coup l'avenir? Est-ce que ça y est, la vente à emporter, le click and collect, c'était juste pour combler, pour faire un peu de chiffre d'affaires, pour garder le lien avec le client? Ou est-ce qu'en effet, comme on a commencé à l'évoquer, c'est rentré dans les habitudes des clients, les clients de la boucherie vous le demandent, et ils ont aujourd'hui envie de se faire livrer un repas parce que ce n'est pas le bon moment pour aller au restaurant? Comment vous envisagez l'avenir? Exactement, il y a une tendance de fond qui est bien présente aujourd'hui chez les consommateurs. Nous, on l'a vu depuis la réouverture de nos restaurants, même les franchisés, on a plus de franchisés qui se sont mis à faire du click and collect que pendant le confinement où les établissements étaient fermés. Donc ça, déjà, de la part de notre réseau de franchise, il y a une volonté de progresser sur cette nouvelle façon de consommer. Chez nous, c'est une évolution complète du métier, parce que la restauration, on est bien d'accord que nos clients, ils rentrent dans nos restaurants
notre rôle en tant que restaurateur, c'est de s'occuper d'eux pendant le temps du repas. Donc, c'est de les accompagner tout au long de leur repas, de s'occuper de tout et qu'ils passent le meilleur moment possible, donc le plus de temps possible dans nos établissements. C'est tout l'inverse avec la restauration rapide, où il faut que les clients puissent repartir le plus vite possible. Simplement parce que vous l'avez dit tout à l'heure, ils n'ont pas forcément le temps, ils ont un besoin de confort de se faire livrer là où ils ont besoin de se restaurer. Et cette tendance-là, elle restera dans les mœurs, je pense, en partie. Et c'est aussi pour ça que dans le groupe La Boucherie, on continue d'avoir des idées de développement autour de ces solutions-là, puisqu'il faut demain arriver à matcher les deux métiers qui sont la restauration traditionnelle, où on prend le temps de s'occuper du client, et la restauration rapide, où là, pour le coup, il faut amener beaucoup d'efficacité et les outils de digitalisation amènent beaucoup de réponses à nos problématiques qui sont de faire en sorte que le client soit reparti quasiment aussitôt qu'il soit arrivé dans notre établissement. Merci beaucoup, Alexandre. Du coup, je vais reprendre un peu le coup parce que Anthony Thierry, je pense, je sais pas, a dû avoir un problème de connexion. Du coup, Laurent, peut-être, est-ce que tu vas vouloir intervenir? Oui, allons-y. Merci Alexandre. Dans le programme qu'avait transmis Anthony, je pense qu'il devait vous passer la parole ensuite, Cédric, concernant justement comment vous voyez l'avenir en matière de VAE et de livraison. Oui, tout à fait. Donc en fait, clairement aujourd'hui, pour les restaurants traditionnels indépendants, nos clients, ceux qui font de la restauration en salle, c'est évident qu'aujourd'hui, ils vont avoir une baisse de leur activité. Passé l'euphorie, pour la simple et bonne raison, il y a eu des nouvelles formules, un changement d'usage, on en a parlé, les gens consomment plus. Certaines études disent qu'il y a même un repas le soir qui est passé complètement en livraison. Donc, c'est du manque à gagner pour les restaurateurs. Il y a aussi l'inconnu du midi. On verra au mois de septembre le télétravail. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que les gens vont revenir? Ils vont revenir selon quelle fréquence, etc. Plus les conditions, évidemment, les règles sanitaires imposées, en particulier sur les groupes. Tout ça fait que globalement, il va y avoir un manque à gagner. Et c'est évident que la vente à emporter est aujourd'hui, pour un restaurateur traditionnel indépendant, une sorte de must-have, un passage obligé pour gagner au moins autant qu'avant. Vu qu'ils vont avoir une baisse de chiffre d'affaires, de toute façon, et potentiellement le sujet épineux des remboursements, il faudra obligatoirement aller chercher de nouvelles sources de revenus. Celui de la vente emportée le plus simple. On a aussi beaucoup de demandes de nos restaurateurs parce que la vente emportée, effectivement, il faut aller rapidement, il faut aller dans l'instant. Et parfois, c'est peut-être un peu trop compliqué pour eux de gérer et de s'y mettre. Donc, ça aussi génère beaucoup de stress. Qu'est-ce que je dois mettre comme repas? Il y en a qui ont mis des plats du jour. Du coup, ils avaient bien leur quota de plats du jour en tête. Et parfois, quand ça a débordé, ça passait le soir. Mais là, avec la vente emportée, ça a un peu changé tous ces quotas en tête. Donc, il y a beaucoup qui se mettent au traiteur. Et ça, je pense que c'est une très bonne idée. Parce qu'on l'a vu, en tout cas nous, on l'a pris de plein fouet. L'événementiel et le traiteur événementiel a été extrêmement touché par la crise. Il y a eu beaucoup de défaillances. Et aujourd'hui, un moyen de récupérer des groupes, des grands événements et du volume. Le traiteur pour les restaurants qui ont une vraie valeur ajoutée, entre guillemets, un restaurant auvergnat, enfin des choses un peu spécifiques et des spécialités, peut être un très bon moyen. Après, il y a la livraison. Je pense qu'Alexandre est mieux placé pour en parler. C'est vrai que la livraison est intéressante, mais c'est un vrai investissement parce que déjà, ça coûte évidemment plus cher. Et puis, il faut travailler le produit et le plat un petit peu différemment, le contenant aussi un petit peu différemment pour la livraison. C'est vraiment quelque chose de différent, alors que la vente à emporter, nous, on l'a vu, et je rejoins Alexandre sur le fait que c'est un outil pour aussi fidéliser ses clients. Les restaurateurs chez nous qui avaient mis toutes leurs cartes en vente à emporter, évidemment, on leur a dit qu'il ne fallait pas, mais bon, ils ont mis toutes leurs cartes. Et ce qui part en premier, c'est les best-sellers, c'est-à-dire c'est vraiment ce que les gens viennent chercher dans le restaurant, parce que déjà, ils sont déjà venus. Donc, en vente à emporter, ce n'est pas des nouveaux clients, c'est vos clients qui reviennent, mais qui n'ont peut-être pas envie de s'asseoir à table, qui ont peut-être juste envie de rentrer chez eux, mais ils sont fans de votre saucisse aligot, ce qui était en l'occurrence le plat fétiche, ou ils sont fans de votre mousse au chocolat.
On a vu plein de mousse au chocolat en vente à emporter, alors qu'on peut dire que c'est quelque chose qu'on a chez là, mais non, ça vient de chez vous. Et c'est ce que valorisent les gens, et c'est pour ça que la vente à emporter, c'est vraiment une extension, enfin c'est des tables virtuelles, c'est une extension de votre fidélisation de votre parc client, véritablement. Oui, Plus avec que le la tout. livraison, je pense. Plus que la livraison, d'accord. Oui, parce qu'en fait, on vient chercher, il y a déjà le contact avec le restaurant, et ensuite, en effet, on l'a vu pendant cette année, ce qui était mis en vente à emporter, en effet, notamment par les indépendants, hein, parce que voilà, il y a aussi toutes ces brasseries qui sont mises à faire de la vente à emporter, ces petits bistrots, et c'est en effet leur plat phare. On l'a vu, la petite blanquette, avec la façon de le faire. Peut-être qu'à la maison, on sait le faire, et en effet, on s'était tous posé la question, est-ce que les gens vont réapprendre à recuisiner chez eux? Est-ce que finalement, ils vont retourner au restaurant? Mais en fait, il y a la touche du chef, la touche du restaurateur, la façon de le faire, l'épice. Cuisiner chez eux, je pense que la vraie révolution de ce confinement, ça n'a pas été forcément la livraison. Je pense que ça existait quand même depuis au moins 40 ans, la livraison à domicile, mais c'est véritablement le fait que toutes les familles se retrouvaient à faire 14 repas par semaine, quoi. Et 14 repas par semaine, on n'a pas l'habitude. Et donc, forcément, au bout d'un moment, on craque et on va chercher ailleurs des plats tout faits. Le repas qui nous manque. Ouais, le repas qui nous manque. Et donc, la restauration. Allez-y. Ouais. J'allais dire, c'est pour ça aussi que certains disent que la livraison n'est pas concurrente de la, on va dire de la consommation à table, mais bien plus de la consommation en course, parce que finalement, ça remplace le fait d'aller faire ses courses, ça remplace le fait de cuisiner. Et donc, c'est une autre expérience client et ça répond à ce côté, je n'ai pas envie de cuisiner le soir, j'ai envie d'avoir quelque chose de tout prêt qui arrive et dans lequel je peux effectivement profiter tout de suite sans avoir à m'occuper de la cuisine et des courses. Donc, moi, j'en discutais avec un directeur marketing il n'y a pas si longtemps que ça. Effectivement, le click and collect est un peu au milieu de tout ça en disant je dois me déplacer pour aller chercher mon plat, donc il faut déjà avoir la motivation d'y aller. Et en même temps, on sait que c'est bien pour le resto parce qu'on a envie d'avoir le plat préparé, mais c'est deux expériences complètement différentes. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on l'a vu dès la fin du premier confinement, le click and collect est redescendu complètement pour reprendre derrière un petit peu avec le deuxième confinement qui allait arriver, etc. Mais ça reste quand même une expérience qui, avant le Covid, n'existait pas. Il y a eu beau avoir énormément d'acteurs, c'était quand même quelque chose que les Français n'avaient pas pris en compte parce que le B2C en général, le consommateur en général, soit il va au resto, soit il est feignant un petit peu, on va dire ça comme ça, et il a envie de se faire livrer, et donc il va, voilà, ou il va au supermarché. Mais il fait son expérience jusqu'au bout de je me fais livrer jusqu'au bout. Et c'est vrai que Click and Collect a cette complexité de devoir demander un effort supplémentaire au client, de se dire mais pourquoi il va aller chercher quelque chose alors qu'il peut s'asseoir au resto et qu'il peut profiter de son plat à table dans une belle assiette, etc. Et c'est là où, pour parler du packaging, l'expérience Click and Collect, pour moi, elle est identique à l'expérience livraison parce que le packaging est identique. On ne transporte pas aujourd'hui en Click and Collect ou en livraison différemment. C'est exactement la même chose. Tous les restaurateurs le font aujourd'hui et ça leur permet effectivement avec la livraison d'anticiper le Click and Collect. On voit que les grandes plateformes aussi de delivery comme Deliveroo, Uber Eats ont mis en place leur Click and Collect, l'ont même offert pendant le confinement. Donc, c'est qu'il y a une vraie tendance et vous parliez de Pokawa tout à l'heure, Maxime en faisait effectivement la publicité sur LinkedIn à un moment donné, de dire commandez via Deliveroo, s'il vous plaît, en prenant le Click and Collect parce que c'était 15% au lieu de 30%. On le sait que les grandes plateformes ont un pourcentage de commission, mais après, derrière, on en parle avec d'autres restaurateurs. Aujourd'hui, est-ce qu'en faisant de la livraison via d'autres acteurs en propre, est-ce que c'est plus rentable? Ça ne l'est pas encore. La livraison aujourd'hui, ça coûte cher. Avec ces plateformes-là, ça coûte déjà moins cher que passer en propre. Donc, que d'avoir sa propre flotte, que d'avoir sa propre flotte. Donc, il y a des avantages, des inconvénients, et en même temps, il y en a qui en ont fait leur pur business et qui aujourd'hui sont en train d'abandonner carrément le surplace pour faire que de la livraison parce que avec les marques. Voilà, ils ont fait des marques virtuelles qui cartonnent. C'est vrai. Et il y en a même d'autres qui amènent des marques dans des restos en propre. Et on voit Tester, par exemple, qui pose ses marques directement dans des restos pour en faire des pôles de livraison à des restos qui, aujourd'hui, n'avaient pas du tout fait de la livraison. Donc, ça aussi, c'est une autre manière d'aborder ce marché-là qui est super intéressant. Marché qui se bouleverse dans tous les sens. Il y a quelque chose d'intéressant que vous avez dit, c'est la même expérience, vente emportée et livraison. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une petite différence qui, en fait, avec la vente emportée, le click and collect, il y a quand même le contact humain avec le restaurateur, le représentant, si c'est le serveur ou le patron, mais en tout cas de la restauration. Donc, un contact également avec l'ambiance, avec l'univers, le sourire, etc. Totalement. Aujourd'hui est au cœur. Surtout que la livraison, finalement, elle est très urbaine.
Ah oui. La livraison, elle reste très urbaine, alors que le click and collect, on le voit se déployer un peu partout. On l'a vu pas seulement dans la restauration, d'ailleurs. Le click and collect, c'est aussi développé dans d'autres secteurs d'activité qui avaient besoin d'aller faire du chiffre d'affaires pour lutter un peu contre le e-commerce en général. Donc, mais on voit que la livraison, ça reste quand même centralisé dans les grandes villes parce qu'il y a un fort besoin de livreurs et que finalement, au-delà de 10 minutes, 15 minutes de livraison, les plats arrivent froids et Oui. l'expérience à la fin n'est pas bonne. Donc, il y a quand même un besoin de devoir être vraiment optimisé là-dessus. Nous, on dit souvent à nos clients, ne mettez pas plus de 15 minutes en livraison à livrer parce que, in fine, votre burger, il va arriver froid. Alors oui, on aime bien le burger de McDo froid avec les frites froides, mais ça reste McDo. Je ne suis pas sûr que toutes les marques peuvent se permettre de dégrader leurs produits de cette manière-là. J'ai goûté d'autres burgers. Il y a vraiment une différence entre aller le manger sur place et le recevoir en livraison. C'est vraiment parce que ce soir-là, on n'avait pas envie de cuisiner ou qu'on n'avait pas envie de se déplacer, quoi. Comment vous autres, tous les acteurs, y compris le restaurateur qui est là, et Laurent, peut-être, donc la vente à emporter, on se pose quand même cette question. D'une part, de la rentabilité. Je ne sais pas si vous avez d'autres éléments à indiquer. Est-ce que finalement, ça vaut le coup, c'est rentable, voilà. Mais d'autre part également, à l'heure actuelle, c'est quand même le flou de savoir est-ce que ça va continuer ou pas. Est-ce que les gens vont continuer à venir chercher le plat, justement on a commencé à aborder des réponses, mais c'est difficile de trouver, de savoir comment les habitudes vont évoluer. Mais vous qui êtes en lien, qui avez des éléments de tendance et des chiffres concrets, des premières semaines notamment, vous avez dit que ça repartait un petit peu, enfin en tout cas que ça chutait moins que prévu. Je ne sais pas qui a des éléments sur la vente à emporter actuellement. Ça a moins chuté qu'au premier confinement. En tout cas, Ah, moi, de ce qu'on a vu, nous, en interne, ça a moins chuté qu'au premier confinement. Donc, clairement, oui. Clairement, chez nous, on a des tendances où on a des nouveaux clients sur le click and collect depuis qu'on a rouvert les restaurants. Parce que le click and collect, ça reste un outil. Il faut savoir que le restaurant fait cette offre de vente à emporter. Autant quand vous faites de la livraison, vous êtes sur une plateforme et vous existez au travers de votre marque et de vos logos dans le référencement des différents acteurs du marché de la livraison. Autant pour le click and collect, c'est un outil qu'on met à disposition des clients et encore faut-il que le client sache que vous en faites. Donc, c'est plus difficile, c'est de le faire connaître. Mais nous, depuis qu'on a rouvert les restaurants, on a mis en place le click and collect au deuxième confinement, le premier, à quelque chose près, le 1er novembre. Mais nos clients n'ont pas pensé forcément à nous, étant donné qu'on faisait de la restauration traditionnelle pour venir faire du click and collect. Depuis qu'on a rouvert, non seulement ils reviennent dans nos établissements, mais en plus ils découvrent la solution de click and collect, ce qui fait qu'on les capte sur des moments différents et on va continuer. Alors après, la question de la rentabilité, on n'a pas assez de recul pour savoir si oui ou non on va trouver nos seuils de rentabilité. Bien évidemment que je l'ai entendu, je crois que c'est Alexandre ou Cédric qui disait tout à l'heure qu'il y avait des établissements qui ne font plus que ça, de la dark kitchen, plus que de la livraison et qui n'ont plus de relation client physique, humaine. Ce qui n'empêche qu'il y a quand même de la relation client à un certain niveau. C'est une autre façon de consommer, c'est une autre façon de faire de la restauration. La réalité, c'est que si tout le monde trouve son équilibre économique, tout restera et tout sera encore en place demain. Et elle passe par là, la réussite du click and collect ou de la livraison. C'est qu'il faut qu'il y ait économiquement des équilibres et que les restaurateurs gagnent encore leur vie, quel que soit le schéma qu'ils choisissent. C'est une certitude. On le voit, les clients ont tendance à le dire. Tout à l'heure, vous parliez de la qualité du produit qui était livré ou qui est ramené à la maison. Ça, c'est essentiel. Nous, c'est une problématique de fond. C'est comment faire en sorte que le plat qui sort de notre restaurant ait le même niveau de qualité que quand il est servi dans une assiette à table dans nos restaurants. Et ça aussi, on peut accepter de payer un peu plus cher parce qu'on a un service, encore une fois, qui est différent. Il y a du packaging, il y a la livraison à payer. Il y a malgré tout nos équipes on enlève le service, mais il faut quand même accueillir le client click and collect. Il faut quand même préparer le produit dans nos cuisines. Donc, il y a quand même du service. Et on additionne du service sur des services, ce qui fait que le prix est un peu plus soutenu pour le consommateur. Et donc, il faut qu'il soit capable d'entendre que la qualité soit là, qu'on a un service en plus et que je paye et que tout soit réuni pour que
pour que l'expérience client soit au rendez-vous malgré tout. Mais le client ne vient pas chercher la même chose. Oui, il ne vient pas chercher la même chose. Il y a une question en direct d'une des personnes qui nous suit, qui est comment vous avez fait connaître votre offre de click and collect et de vente emportée, notamment par exemple à la boucherie en effet, et vous avez commencé à y répondre, c'est-à-dire que c'est à travers vos propres moyens de communication surtout, c'est ça? Et puis les clients qui viennent au restaurant. Exactement. Alors, c'est un outil digital, mais le premier moyen de le faire connaître, c'est de le dire. Alors, effectivement, c'est de le dire sur les réseaux sociaux, c'est de le dire auprès des clients. Le bouche à oreille a toujours fonctionné, même pour le click and collect. Ouais. Donc, on a communiqué également auprès de nos clients qui étaient nos clients privilégiés, enfin, clients encartés, qui sont nos clients fidèles, qui eux, ont une carte fidélité auquel on a pu directement communiquer. On a Facebook, bien évidemment, qui est un outil de communication fort où on peut, les gens qui sont abonnés à nos pages locales, tout de suite développer et dire que l'on fait du click and collect. Et puis, il y a des services aujourd'hui digitaux comme la géolocalisation qui permet de cibler auprès des restaurants qui font du click and collect et de le faire savoir auprès de ces restaurants-là. C'est bien, on a des spectateurs qui interagissent beaucoup, mais tant mieux, on est en table ronde. Ils demandent qu'est-ce qu'on vient chercher finalement en vente à emporter si on ne vient pas chercher la même chose que sur place et ni qu'en livraison finalement. Tout simplement, ce que je vous disais tout à l'heure, on vient passer un autre moment. Quand on est en livraison, c'est de pouvoir, c'est de se dire, je suis par exemple en consommation nomade, je veux gagner du temps, je veux m'arrêter sur la route, je commande depuis un mobile ou un ordinateur, je m'arrête dans un établissement, je récupère ma commande et je consomme de façon nomade et sans pour autant me faire livrer. Parce que pour se faire livrer, encore faut-il être à un point où pour le coup, on attend de la commande. Sachant qu'en plus, la livraison, on dépend de l'affluence qu'il y a sur la plateforme de livraison. Et parfois, vous dites que effectivement, il faut peut-être 10 minutes, un quart d'heure au livreur pour venir du restaurant au point de consommation. Mais avant ça, il y a aussi la gestion de la commande qui, en amont, qui peut être relativement importante. Et quand vous attendez 1 heure, 1 heure et demie, peut-être que vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre ce temps-là si vous êtes au bureau ou si vous êtes à la maison et vous avez décidé d'aller faire des courses. Donc, l'avantage du click and collect, c'est que je peux, de par ma volonté, commander, récupérer à l'heure que j'ai choisi le produit sur le restaurant et le consommer soit en mouvement, soit chez moi, mais au moins je ne suis pas dépendant de la qualité de la livraison. Non, on a bien compris, on n'a pas deux canaux, le surplace et l'emporter. On a le click and collect, la livraison et le surplace, qui sont 3 choses bien différentes. Et la problématique qui nous réunit aujourd'hui, c'est de savoir si les 3 peuvent exister dans un même lieu finalement. Donc, on va avancer dans cette problématique. Pour que ça puisse exister et pour que ça puisse fonctionner, à quoi il faut faire attention? Je ne sais pas si, Laurent, c'est le moment où tu veux peut-être nous dire un peu comment… Oui, sur quoi il faut travailler pour que finalement ces 3 offres puissent exister dans un même restaurant, si on est une brasserie, on est une petite chaîne, quel que soit notre positionnement, quels sont les points d'attention? Ouais, alors je vais revenir sur 2-3 points parce qu'il faut prendre un petit peu de hauteur aussi par rapport à ça pour comprendre les enjeux. Du point de vue de la rentabilité, je vais déjà éloigner ce phénomène-là parce qu'on sait tous qu'il y a des commissions. La rentabilité, elle passe par inclure déjà la question du coût des emballages dans les fiches techniques. Ça, c'est rien de le dire, mais encore faut-il le faire. Et ensuite, on sait que le prix des emballages, il varie beaucoup selon les quantités commandées. Ensuite, il s'agit de bien définir les prix de vente, parce que quand on parle commission, 30%, oui, mais c'est 30% sur le TTC. Donc, le client qui applique 30% sur son prix de vente TTC, ce n'est pas exactement ça, parce que Uber Eats prend les commissions sur le chiffre d'affaires TTC payé par le client, et donc ce n'est pas du tout la même chose. Donc, il y a si vous voulez, des formules à mettre en œuvre aussi pour définir les prix de vente. Donc, la rentabilité passe déjà par là. Après, on pourra revenir sur les taux de commissionnement, la data et autres. Sur le plan Laurent, juste oui. sur ça, est-ce que c'est un conseil que tu donnes au restaurant d'augmenter le tarif du coup en livraison pour que ce soit… Quelle est ta vision de cette on va dire, tendance qui quand même s'inscrit dans certaines règles maintenant de la livraison? Eh bien, on a
c'est très particulier et ce n'est pas le même métier en fait. Et je fais référence à ce que tu as dit tout à l'heure. Tu disais le marché de la livraison ne vient pas en concurrence directement frontale avec les restaurateurs, mais plutôt avec ceux qui font les courses, donc avec les distributeurs. Et je rejoins ton point de vue, c'est-à-dire qu'on est plus en concurrence, et d'ailleurs c'est de la restauration hors foyer, nous dont on s'en occupe. Donc là, c'est de la restauration en foyer. Donc on est sur une logique de distributeur en fait. Et ce n'est pas le même métier. Donc, c'est comme un grossiste qui fait du détail. C'est pas forcément, ça ne va pas forcément avec. C'est des process différents. Donc, par rapport au pricing, un profil de distributeur a moins de marge qu'un restaurant qui a plus de marge sur coût matière, mais qui a des charges de personnel plus importantes. Donc, en gros, sur un restaurant, on va être à 30%, un traiteur ou un distributeur, les marges sont plus petites. Donc là, c'est vraiment un point épineux, si vous voulez. Donc, moi, je dirais, le conseil pour répondre à ta question, ça serait que pour un restaurant qui cherche à se développer en click and collect et faire connaître sa marque, et il y a de grands avantages à le faire, bien, il faut rester sur un modèle connu de rentabilité de la restauration et reporter le prix de vente, le commissionnement sur le prix de vente final. Après, il s'agit d'une logique de rentabilité interne, de business model, et globalement, on s'est trouvé le prix de vente qui va bien, même en conservant un taux de marge acceptable. Je reviens un instant sur la question du métier, la question du process. Ouais. La question du click and collect, c'est une tournure différente, une tournure d'esprit différente. C'est-à-dire que nous, dans la restauration, quand on accueille les clients, qu'on sert à table, on est une composante même du produit. Il n'y a pas que ce qu'on a dans l'assiette, c'est quand on délivre, eh bien, on crée l'expérience. Là, l'expérience, elle nous échappe. Donc, c'est vraiment un autre métier. Et de ce point de vue, ça veut dire quoi concrètement pour un restaurateur indépendant, surtout parce que les restaurants de marque, ils sont outillés pour ça, mais les restaurateurs indépendants, ils doivent bien admettre que oui, c'est une aubaine de pouvoir se diversifier et se faire connaître. Maintenant, en réalité, ça nécessite des process très différents, des process d'aménagement des espaces, des process différents d'accueil au téléphone. On n'a pas forcément les mêmes réflexes quand on accueille au téléphone pour du livret que pour prendre une réservation à table. Et puis des process de formation, donc des ressources humaines. Il faut avoir un profil différent parce que ce sont deux métiers différents. Donc il y a un vrai effort, si vous voulez, qui est assez inconnu finalement du restaurateur qui a l'habitude de travailler ainsi et qu'il ne faut pas négliger. Du coup, c'est peut-être complexe de faire comme la thématique de la conférence l'indiquait, de créer un modèle hybride, selon toi, Laurent. Et après, je pense que c'est pour ça que vous posez la question. C'est que oui, c'est pas simple. Sinon, tout le monde le ferait. C'est pas simple, mais est-ce qu'il faut y réfléchir? Est-ce que ça a du sens? Ou alors est-ce qu'on continue à faire son activité principale et puis on arrête de non, ça a du sens parce que justement, un restaurateur indépendant doit se faire connaître. Et aujourd'hui, avec les outils que l'on a, c'est formidable, quoi. On n'a plus besoin que seul le bouche à oreille qui est encore très, très actif et qui fonctionne heureusement. Mais il n'y a pas que ça qui est à l'œuvre. Donc oui, il faut le faire, mais il faut avoir aussi à l'esprit que ce n'est pas neutre et que la question de la rentabilité passe par et de la mise en œuvre passe par un questionnement sur, ça rejoint un peu l'idée de la polyvalence. La polyvalence au niveau des ressources humaines, c'est quelque chose qui est chèrement recherché par beaucoup de restaurateurs, mais ce n'est pas si évident que ça à mettre en œuvre, ou des hôteliers d'ailleurs. Dans beaucoup de corps de métier, ce n'est pas si évident que ça. La polyvalence. Et bon, heureusement, il y a des outils qui servent à devenir polyvalent. C'est un peu le cas également de ce que vous proposez. Cédric Dujour, justement, vous pensez que l'hybridation est une solution et qu'on peut mélanger grâce notamment à la digitalisation, qu'aujourd'hui on peut à la fois être bon en salle et bon en click and collect et aussi en livraison? Alors, je fais quand même une différence entre la vente à emporter et la livraison. Ouais. Déjà parce que la livraison, on en a parlé, il y a un modèle économique qui est complètement différent.
et puis un investissement marketing pour ressortir sur les plateformes, etc., qui est encore différent. Il n'y a pas la commission, après, il faut aussi payer pour ressortir en haut, sinon ça ne sert à rien, grosso modo. Et la vente à emporter, qui, je pense, encore une fois, est une sorte de table virtuelle. Une table virtuelle supplémentaire. Alors, je suis d'accord, c'est d'autres process. Je suis d'accord que le coût des emballages, ça nous a été remonté. Et oui, c'est vrai, c'est un vrai coût, surtout dans ces périodes où il n'y a pas un chèque numérique pour les emballages. Oui. Ça ferait du bien, peut-être il le faudrait. Mais pour des restaurateurs qui ont des difficultés de trésor, quand ils doivent acheter effectivement en volume, mais sur des volumes qu'ils ne connaissent pas vraiment, et faire pour que ce soit intéressant à HEO, ça peut avoir un coût important. Après, sur la vente emportée, ce qui est aussi intéressant, c'est ce qui est le cas, là, ce qu'on voit chez certains de nos restaurateurs qui ont demandé de mettre à jour leur site avec des choses qu'ils ne feraient pas, par exemple, enfin, qu'ils font, mais avec l'euro, il y en a qui vont faire des grandes planches de charcuterie avéronaise, etc., disponibles en vente emportée parce qu'ils savent qu'il va y avoir des réunions pas plus de 6, entre amis, etc., que leur terrasse ne va peut-être pas accueillir tout ça. C'est aussi la période des barbecues qui va arriver. Et là, c'est là où je trouve qu'on se rapproche un peu du modèle traiteur, quelque part. Ouais. Mais ça, c'est des nouveaux produits qui peuvent être mis à disposition par le restaurateur sur de la vente emportée, chose qu'il ne ferait pas forcément, par exemple, en salle. Un Donc, peu comme oui, pour moi, l'épicerie fine, un service annexe comme l'épicerie fine il y a quelques années déjà. Et c'est ça, on a des restaurants, ils mettaient du foie gras à leur carte à vente emportée, on leur dit mais pourquoi? Et en fait, on l'a vu dans les ventes, les gens ils l'ont acheté, pourquoi? Parce que c'était un super foie gras d'un super producteur et que c'était impossible à avoir en vente directe particulier, il fallait passer que par des professionnels. Oui, on le voit aussi d'ailleurs dans les retours du Panorama et dans toutes les actus aujourd'hui de la restauration, la boutique en ligne, la boutique d'épicerie fine, que ce soit des produits déjà faits en bocaux, ce qui est en train de se développer également, mais également des produits bruts utilisés en effet dans la carte, comme vous venez de le préciser, mais ça peut être même des fruits et légumes, du poisson, etc. Il y a de plus en plus de restaurateurs qui consacrent un petit coin où on vend des produits et les Oui, il y a même... poursuivre l'expérience sur place en ramenant chez eux des produits du restaurant. Ouais. Tout à fait. Et puis, il y a même parfois, vous pouvez, c'est un jeu qu'on a fait pour un restaurateur, où effectivement, on a inséré un petit leaflet dans les packs de vente à emporter en expliquant comment réchauffer, comment dresser l'assiette et en lançant un concours sur Instagram en taguant le restaurant pour la plus belle présentation. Et ça vaut beaucoup plus parfois qu'un avis. Donc, il y a des choses à faire. Et je pense que ça dépend véritablement évidemment de la valeur ajoutée, de la spécificité de chacun des restaurants. Et chaque restaurant, en fait, évidemment, il ne va pas mettre bêtement sa carte comme ça en vente à emporter. Il faut réfléchir. Déjà, il n'y a que lui qui connaît ses clients. Donc, il faut qu'il reparte de ses clients, des usages de ses clients, de qu'est-ce qu'apprécient les clients chez lui, quels sont ses produits phares, et qu'à partir de là, il dresse une expérience et une offre par rapport à la vente à emporter. Alexandre, est d'accord avec tout ça et donc pour vous aussi, votre point de vue sur l'hybridation du modèle de la restauration, c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus, à la fois l'accueil sur place et la vente pour l'extérieur, mais mieux organisé peut-être que les débuts qui étaient un peu archaïques. C'est vrai qu'on avait eu beaucoup aussi de restaurateurs qui se mettaient à faire de la livraison et de la vente à emporter au milieu des clients. Il y avait un vrai problème d'organisation des flux. Ça, c'est ce que Laurent en a parlé tout à l'heure. Donc voilà, quel est votre point de vue aujourd'hui sur tout ça et surtout comment votre solution peut simplifier tout ça, parce que je sais qu'elle est un peu au cœur de cette digitalisation et de cette organisation. Donc la question, elle est pour moi du coup. Oui, oui. Bah, moi, je rejoins ce que dit Cédric. On peut donner par exemple Boca Mexa qui le fait depuis très longtemps, d'avoir des produits mexicains, les sauces, les faritas et tout, vendus à part le long en fait de la file d'attente en fait. Donc qui permet aussi aux gens de prendre les produits qu'ils vont consommer et de pouvoir reproduire l'expérience aussi chez eux. On peut parler aussi de Bagel Corner qui pendant le premier confinement avait fait sa box pour pouvoir refaire ses bagels soi-même chez eux. Donc je pense que c'est une tendance, on le voit aussi dans la Dark Kitchen où il y a une forte maintenant demande aussi de livraison de produits. Frischti a été les premiers à le faire, mais voilà, il y a cette course maintenant au dark store qui est en train d'arriver massivement pour pouvoir s'appliquer. Mais on peut penser à Joe aussi qui a fait ça pendant très longtemps avec Monoprix. Vous faites vos courses chez Monoprix, mais vous le faites à partir de plats que vous allez préparer. Donc on le voit bien que ça touche pas seulement la restauration en tant que telle, ça touche tous les moments en fait de restauration.
Et nous, en fait, on vient travailler avec tous les acteurs de la restauration, puisqu'on a ouvert effectivement il y a quelques mois aussi un pôle FMCG pour travailler avec les grands acteurs comme Unilever et d'autres, tout ce qui va être en livraison maintenant sur les grandes plateformes qui vont être au niveau des courses également. Mais voilà, nous, on vient centraliser l'information, on vient permettre à des enseignes également ou des grands groupes de pouvoir avoir une vue d'ensemble de tout ce qu'ils font au niveau digital et au niveau commande en ligne dans le monde entier. Et donc ça, ce sont, voilà, quand on a 145 points de vente aujourd'hui, savoir exactement ce que fait chaque franchisé, est-ce qu'on a accès à toutes ces informations-là en temps et en heure, c'est assez complexe. Est-ce qu'on veut avoir une maîtrise complète de ce qui est sur les plateformes également pour garder son image de marque? C'est aussi des sujets que les grandes enseignes se posent aujourd'hui et c'est pour ça qu'elles utilisent aussi DeliveryEgg pour gérer leur menu, mais en même temps donner de la flexibilité à leurs équipes pour pouvoir gérer les stocks via les managers dans chaque restaurant ou via les franchisés dans chaque restaurant. Donc, voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on met en place chez DeliveryEgg. Il y a le reporting, bien sûr, mais on vient amener aussi d'autres outils, notamment de la livraison en dehors des acteurs traditionnels qu'on vient centraliser via avec des acteurs comme Stuart, comme Justicity, comme Shipper et d'autres, via Uber Direct, bien sûr, puisqu'ils ont lancé leur outil. Il y a DoorDash Direct qui arrive aussi en Europe et dans d'autres endroits. Nous, on a cette force de travailler à l'international, donc on voit toutes les plateformes qui arrivent en Europe, on voit toutes les plateformes qui arrivent en France notamment, puisqu'il y en a de plus en plus qui le font. Il y a un modèle qui effectivement est différent en fonction des villes, forcément. La livraison va s'orienter petit à petit vers effectivement ce côté dark kitchen pour être de plus en plus, on va dire, rentable, parce que c'est un vrai sujet pour les restaurateurs aujourd'hui, la rentabilité. C'est deux métiers en vrai, hein, parce qu'on ne fait pas de la livraison comme on fait du à table. Donc, effectivement, il y a ceux qui vont prendre le pas, qui vont organiser leur cuisine pour peut-être avoir un pôle livraison, pour avoir aussi un endroit de click and collect dédié. On voit que dans l'architecture des restaurants aujourd'hui, il y a de plus en plus aussi de restos les nouveaux qui sortent ont leur endroit click and collect livraison pour ne plus déranger les clients en interne, parce qu'on peut. Alexandre Mezoué disait un jour, notamment quand il était chez Planète, que les livreurs rentraient dans le restaurant et tapaient les clients qui étaient à table. Bah, c'est ça en fait l'expérience de livraison que les restaurateurs ne veulent plus voir. On voit également les livreurs qui s'agglutinent devant les restos. Donc forcément, il y a des choses qui doivent être améliorées dans cette expérience-là. On voit les écrans maintenant devant les restaurants pour dire aux livreurs d'attendre quand la commande est prête. Donc il y a plein de choses que nous on relie des KDS, on relie plein de choses pour pouvoir permettre aux restaurants effectivement. Il y a un grand boom aussi des bornes de commande, même en façade, ça apparemment. Tout à fait, on le voit. À la McDonald's, même dans les brasseries s'y mettent, c'est ça, le menu qu'on peut commander en borne. Il y a de très bons acteurs sur le secteur en France qui le font. Il y a les caisses qui le font elles-mêmes avec leurs propres bornes. Il y a aussi des très bons acteurs extérieurs qui se connectent aux caisses et qui se connectent à DeliveryEgg également pour apporter cette expérience-là. Les KDS aussi se démultiplient pour cette notion un petit peu écologique, parce que DeliveryEgg vient aussi aider les restaurateurs à être un petit peu moins gaspillant en CO2, puisque avec les KDS, il y a cette idée de demain, je n'imprime plus tous les tickets. Donc, il va falloir aussi éduquer le consommateur à ne plus forcément avoir son ticket sur le sac ou d'avoir un numéro écrit sur le sac. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui vont bouger, mais nous, c'est la centralisation de l'information qui est clé pour nos partenaires aujourd'hui. On en parlait tout à l'heure, et c'est vrai que tout ça, finalement, c'est pas que proposer de la livraison, de la vente emportée, c'est aussi collecter de la data, c'est aussi fidéliser les clients, c'est aussi créer la communauté autour de sa marque, etc., etc. Donc, c'est essentiel. D'ailleurs, sur ce sujet, on a un webinaire demain avec vous, DeliveryEgg. Tout à fait. Donc, on conseille, on invite les spectateurs de ce webinaire à nous suivre également demain matin. Alexandre Baudère, peut-être un mot du coup sur la boucherie, tout ce qui vient d'être dit. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait rêver? En tout cas, c'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez, d'avoir demain des bornes en façade pour le click and collect, d'avoir une fenêtre sur le côté pour la livraison, etc. Est-ce que toutes les boucheries vont s'hybrider, vont devenir à la fois VAE, click and collect? Ou est-ce que justement, peut-être que c'est une autre façon de faire, et on voit que certaines enseignes le font, vous allez maintenir du 100% restauration tablée expérientielle et puis la boucherie Dark Kitchen qui ferait de la livraison voire d'autres marques, d'autres enseignes. Quelles sont vos stratégies sur tout ça? Si toutefois elles sont arrêtées. Non, elles sont pas. Les stratégies, elles sont arrêtées et on a un projet dans les cartons qui va arriver à la rentrée septembre. Il est encore trop tôt pour en parler comme ça, mais effectivement, on travaille. Vous avez bien résumé toutes les difficultés qu'on peut avoir à faire à la fois de la restauration traditionnelle et de la restauration qui
s'apparente à la restauration rapide. Donc, tout ça fait qu'on est en train de réfléchir sur l'organisation même de nos établissements pour pouvoir répondre à ces deux types de restauration. Et on considère que dans un premier temps, elle ne se fera pas forcément au sein des établissements où on peut se restaurer s'asseoir pour se restaurer. Donc, effectivement, on a des projets. Ça va, comme on le disait au début de ce webinaire, est-ce que ça va être une évolution, une révolution? Ça va dépendre de ce que vont attendre les consommateurs. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir des évolutions de marché, quoi qu'il arrive. Et nous, on va proposer des solutions pour que nos franchisés puissent maintenir leur chiffre d'affaires et également leur marge à terme, quoi. Et s'inscrire sur tout ça. Il y avait une petite question parmi les questions également qui vous étaient adressées, Alexandre Moder, sur, enfin, tout le monde peut y répondre, mais sur l'avenir des boissons à emporter et bon, livraison c'est autre chose, mais les boissons à emporter, on l'a vu que c'est pareil, c'était presque inexistant avant et que là, bon, avec ce confinement, etc., ça s'est très développé. Est-ce qu'il y a de l'avenir sur ça? Est-ce qu'il y a plus de marge peut-être que sur les plats emportés? Moi, j'interviens juste sur un élément essentiel du prix. Tout à l'heure, ça avait été évoqué, je crois, par Laurent, qui intégrait, fallait prendre, pour faire son pricing, il fallait prendre un tas d'éléments différents. Il a complètement raison. Et une des solutions pour les clients, je parle bien, pour faire baisser le prix de la consommation livraison à la maison, c'est de prendre les boissons qu'on a dans le frigo. Donc, nous, on n'est pas convaincus que d'aller vendre du vin et des boissons sur lesquelles nous, restaurateurs, on gagne notre vie quand même. Il ne faut pas oublier qu'on apporte un service et ça fait partie des éléments où on gagne aussi notre vie au quotidien. Que d'aller vendre pour ne pas mettre de marge sur ces produits-là, ce n'est pas forcément intéressant. Enfin, moi, c'est mon point de vue, c'est notre point de vue. Je ne suis pas convaincu qu'il y a un véritable avenir sur la livraison qui existe depuis très longtemps, la livraison de vin et de bière et d'apéro. Oui, avec des canaux spécialisés. Oui. Alors nous, sur la vente à emporter, sur la vente à emporter sur nos clients, donc restaurateurs indépendants, on avait grosso modo un tiers des commandes qui étaient forcément avec une bouteille de vin, voire pas mal de bouteilles de champagne. Ah, pas mal, oui. Après, mais c'était un effet confinement peut-être. Peut-être, mais c'était le repas complet, c'est comme un repas à table, en salle, etc. Effectivement, il y a peut-être des effets de confinement à suivre, mais ça se fait. Après, il faut faire attention à la législation. Laurent, un mot de conclusion? Oui. Des derniers conseils pour les restaurateurs, mais donc je vais te laisser terminer, Laurent. Et avant ça, je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis. Il y avait beaucoup de monde. Merci à tous les quatre. Et puis merci également à Food Hotel Tech pour cette organisation de ce webinaire. Et je crois qu'il y en aura d'autres qui vont suivre. Laurent, quelques conseils pour finir? Oui, alors sur le plan de l'hybridation des services, puisque c'est de ça dont il s'agit, dans la restauration, il faut vraiment qu'on distingue les restaurations de chaîne, ou en tout cas les groupes de restauration, et les restaurateurs indépendants qui voudraient se lancer. C'est pas du tout la même chose. Sur cette frange-là de restaurateurs indépendants qui hésitent et qui voudraient mettre en place, donc j'ai dit ce que je pensais de ces différents métiers. C'est intéressant pour se faire connaître et rester présent et pas se faire prendre des parts de marché à l'avenir. Il n'empêche que ça reste assez délicat à mettre en œuvre. Et tant et si bien que ce qui peut être judicieux parfois, c'est de décliner la marque d'un restaurant sous une appellation un petit peu différente qui rappelle le nom initial, de façon à créer un service spécifique, un peu comme une épicerie fine, un peu comme un traiteur, naturellement. Oui, une enseigne digitale. Une enseigne digitale. Ça c'est intéressant comme métier. Le deuxième conseil, et ça je le dis même aux restaurateurs qui ne font pas de la VAE, c'est d'adopter exactement les mêmes codes que des enseignes qui veulent faire du volume. Donc, c'est naturellement le graphisme, le logo, les couleurs, etc. Et puis, c'est quelque chose où même les groupes pensent moins, c'est le choix des mots, la sémantique. Qu'est-ce qu'on met derrière chaque mot? C'est très important parce que ça, c'est ce que les clients et même les membres du personnel peuvent percevoir et transmettre de façon
conscientes ou non d'ailleurs. Et ça, donc chaque mot est très intéressant et c'est ce que l'on peut travailler et mettre en place au travers d'une réflexion autour de la vision. Hein. Donc ça, c'est très intéressant pour pouvoir justement proposer une solution de cet ordre. Je terminerai sur la question des emballages. Je pense que ça va être le gros sujet, en fait, aussi, ça, la question des emballages, parce qu'on sait où on en est avec le développement durable. On a interdit les plastiques et c'est heureux. On n'a pas trouvé vraiment de substitut hein, à la question des plastiques. Donc, moi, c'est ce qui m'inquiète un petit peu à titre de conseil, certainement, mais aussi à titre de consommateur, de citoyen, c'est qu'est-ce qu'on va faire même si c'est du papier, on sait bien que le papier n'est pas naturellement recyclé, donc en tout cas par tous les ménages. Et donc, à l'avenir, il y a un enjeu pour que la livraison soit pérenne, de pouvoir trouver peut-être une certaine forme de retour aux consignes ou ce genre de choses. Oui, c'est le développement durable va revenir sur le devant après un an un peu de mise entre parenthèses avec ce Covid. Malheureusement, il serait qu'il n'a pas été, le Covid n'a pas été très bon pour toutes les problématiques de développement durable, mais on va trouver des solutions. Le secteur va se réinventer. Donc ça, c'est un appel aux industriels côté emballage de trouver des solutions, mais également aux restaurateurs peut-être de réfléchir à d'autres façons de proposer la livraison avec la consigne. Merci encore à tous les quatre. Bonne reprise pour l'ensemble du secteur et à bientôt alors. Très bientôt, merci. Anthony. À bientôt.